Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre webinaire AGC Europe Connect. Aujourd'hui, nous lançons une nouvelle série de conversations consacrées au leadership en temps de crise. Comment réagir face à l'inattendu, face à un événement extraordinaire qui secoue tout un pays, plusieurs, voire le monde entier? Comment rapidement prendre la mesure de l'événement, trouver les mots justes et surtout apporter des réponses? À un moment où l'unité est cruciale, comment continuer à inspirer la nation, saisir la gravité du moment et donner ou redonner confiance? À l'heure de la crise sanitaire historique que le monde traverse, il nous semblait plus que jamais nécessaire d'interroger les dirigeants qui ont été confrontés à l'incommensurable. Nous ne pouvions espérer mieux que d'ouvrir cette série de dialogues avec Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. C'est d'abord un immense honneur. Manuel Valls a été Premier ministre français de mars 2014 à décembre 2016, ministre de l'Intérieur entre 2012 et 2014, député, maire d'Évry. Il est aujourd'hui conseiller municipal de Barcelone. C'est ensuite l'occasion de rappeler que Manuel Valls est un ami particulièrement cher à l'American Jewish Committee. Quelques mois après sa prise de fonction à la tête du gouvernement français, le terrorisme islamiste allait frapper la France au cœur. Ce sont les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher au mois de janvier 2015, le Bataclan et les terrasses de café parisiennes au mois de novembre, Nice au mois de juillet 2016. Monsieur le Premier ministre Manuel Valls, merci de revenir pour nous et notre audience sur cette période douloureuse et charnière de notre histoire. C'est avec Simone Rodan-Benzaken, directrice d'AGC Europe, que le dialogue va s'ouvrir. Avant de lui céder immédiatement la parole, il nous semblait important de rappeler que Simone Rodan-Benzaken a initié le sursaut, un cri du cœur des démocrates et des républicains qui, au lendemain des attentats, avait permis de mobiliser la société civile. Plus de 1000 personnes, responsables politiques français et européens, intellectuels, chercheurs et personnalités du monde culturel, s'étaient réunis ce jour-là autour d'un double combat, la menace islamiste et sa récupération populiste. Manuel Valls, alors Premier ministre, nous avait fait l'honneur de sa présence. Je rappelle enfin à nos auditeurs, ou plutôt à nos zoomers, qu'ils peuvent poser leurs questions en envoyant un mail à l'adresse suivante, paris@agc.org. Simone, c'est à toi. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Bonjour, Manuel Valls. Bonjour. Personnellement, je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand nous avons pensé à créer cette série de webinars, c'est un mot étrange, mais voilà, ce dernier temps, c'est les mots étranges qu'on utilise, sur le thème du leadership en temps de crise, j'ai en effet pensé d'abord à vous, à ce que vous avez dû affronter, à votre manière, certains disent parfois clivante, d'assumer vos positions, de les défendre et de gouverner. Donc, si je peux vous poser peut-être une première question pour commencer, est-ce que vous pensez que c'est une caractéristique indispensable pour pouvoir gouverner en temps de crise, c'est-à-dire d'avoir des convictions fortes ou, comme disent d'autres, savoir être clivant? D'abord, merci pour votre invitation et cette conversation. J'espère qu'elle sera utile et fructueuse. Je ne sais pas si nous sommes préparés, ceux qui accédons à des responsabilités importantes, notamment d'État, de gouvernement, si nous sommes donc préparés à gérer des crises. Ça ne s'apprend pas, non? À l'école, à Sciences Po ou à l'ENA, école que je n'ai pas faite, je ne sais pas si on apprend à gérer ces crises. Je suis convaincu qu'il faut y être préparé, qu'il faut s'entourer et bien pour être prêt à affronter des crises climatiques, celles que nous vivons, des crises évidemment de terrorisme, mais dans nos époques plus apaisées, dans nos démocraties apaisées, alors que nous vivons sans véritable guerre depuis 70 ans en Europe, en France, dans la paix et dans la démocratie, il faut y être d'autant plus préparé que les opinions, elles, on dit qu'elles sont insouciantes, je ne sais pas, elles ne sont pas préparées. Donc, je ne sais pas s'il faut être clivant, mais il faut avoir forcément du caractère et être prêt à affronter le pire, en tout cas, le grand défi.
Alors, vous avez utilisé le terme guerre, justement. Vous avez été le premier à parler de guerre, notamment contre le terrorisme islamiste, après les attentats de 2015. Pensez-vous que c'est également de cette façon qu'il faut appréhender la lutte contre le Covid-19, comme l'a d'ailleurs fait le président Macron, c'est-à-dire en termes de guerre? Et est-ce qu'un bon leader en temps de crise est forcément une sorte de chef de guerre? Ça dépend des pays, ça dépend de notre système institutionnel, ça dépend de notre culture politique. En France, on parlera peut-être davantage de guerre. D'abord parce que nous avons été dans le camp des vainqueurs lors de la Première comme de la Deuxième Guerre mondiale. On en parlera moins pour d'autres raisons évidentes, là aussi historiques, en Allemagne par exemple, ou même en Espagne, où le rapport à la guerre, c'est uniquement la guerre civile. Je crois qu'Emmanuel Macron a eu raison de parler de guerre, parce que c'est une manière aussi de mobiliser, de prendre à témoin l'opinion. Moi, je dis depuis longtemps que nous aurons affronté des guerres. Elles seront évidemment très différentes de celles que nous avons connues au cours du XXe siècle. Il y a le terrorisme, il y a le défi climatique, il y a ces crises liées à des virus, il peut y avoir des guerres numériques. Bref, elles sont de nature différente. Mais le mot guerre permet en effet de mobiliser tout l'appareil d'État et en l'occurrence aussi la société. C'est une manière de saisir l'opinion, même si ensuite nous avons besoin de sa confiance et de son consentement, et que l'ennemi, évidemment, n'est pas celui que nous avons connu par le passé. Avant de parler de la suite, c'est-à-dire de quel impact aussi cette crise va avoir sur notre monde, sur la France, sur l'Europe, peut-être juste pour revenir dans le passé, avec le recul, les crises que vous avez vécues en première ligne, est-ce qu'ils ont changé votre vision de la politique et aussi du rôle d'un homme d'État? Oui, il s'agissait, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, de crises que nous avions déjà eu l'occasion de connaître. Alors, après, c'est une question d'ampleur, mais la France, comme d'autres pays, a déjà eu à faire face au terrorisme. Donc, ça n'était pas nouveau. Ce qui était nouveau, c'était son ampleur et le fait surtout que l'ennemi était un ennemi intérieur. Il s'agissait de Français qui commettaient des attentats à cette échelle-là. Il y a déjà eu des Français qui avaient commis des attentats. Je pense à ceux, par exemple, d'action directe. Mais on était dans quelque chose, pardon de le dire ainsi, parce que derrière, il y a évidemment des morts, des vies brisées. Il faut toujours penser à eux, il faut toujours penser d'ailleurs aux victimes et à leurs proches. On les oublie vite, on passe très vite à autre chose. Mais nous étions confrontés au fond au terrorisme, à une forme de guerre, même si le mot avait été contesté. J'avais eu du mal à l'imposer, mais il s'était de fait imposé, parce que nous étions en plus dans un conflit double, chez nous, intérieur, et puis extérieur, notamment avec l'État islamique en Syrie et en Irak. Mais oui, forcément, on change. On change, et surtout cela permet de voir ce qui est essentiel et ce qui l'est moins. Et on sort renforcé avec l'idée que le petit débat politique, que le débat traditionnel droite-gauche, même s'il a toute sa place évidemment dans la démocratie, ne sont pas grand-chose face aux grands défis du monde et que nous sommes en train d'affronter depuis des années. Donc on sort forcément soi-même, d'abord parce qu'on a vécu protégé, parce qu'on a eu aussi des proches qui ont été touchés par les attentats, parce qu'on a vu la mort tout simplement, parce que j'ai vécu et nous avons vécu avec cette menace terroriste permanente pendant toute l'année 2015 et 2016, parce que les attentats ont été à chaque fois de plus en plus atroces, de Charlie, passant par le Bataclan et les terrasses. On va en parler. Nice, bien évidemment, le 14 juillet 2016, mais donc on change soi-même et on prend peut-être conscience de la dimension des problèmes, incontestablement. Oui, on va parler notamment aussi de la question du terrorisme un peu plus tard, mais
je voudrais maintenant un tout petit peu parler du monde d'après. On en a beaucoup parlé du monde d'après. Je me souviens d'un séminaire que nous avons organisé il y a presque 10 ans, je crois, en 2008, avec Christine Lagarde, qui alors était ministre de l'économie et qui nous avait dit, peut-être pour détendre un peu l'atmosphère, qu'en chinois, drôle qu'on parle de chinois, mais en chinois, le mot crise voulait aussi dire opportunité. Et donc, ma question à vous, c'est est-ce que vous pensez que cette crise que nous sommes en train de vivre tous, au niveau mondial aujourd'hui, est-ce qu'il y a des opportunités ou est-ce qu'au contraire, comme Michel Houellebecq, vous pensez que le monde après va peut-être ressembler au monde d'avant, peut-être en pire? C'est difficile de répondre à votre question, mais je vais le faire parce que nous sommes encore dans la crise. Et encore pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, sans doute, où se mélangent en plus, où vont se mélanger la crise sanitaire, la crise économique et sociale. Ce ne sont pas que des mots, je le répète. La crise sanitaire, ce sont en Europe et dans le monde des dizaines de milliers de morts, des familles touchées, des familles qui n'ont pas pu faire le deuil en plus. Et puis arrive la crise économique et sociale avec son inquiétude majeure, c'est-à-dire la destruction de l'emploi et le chômage de masse et de la pauvreté. Donc, nous risquons déjà de sortir de ces crises, en général, plus affaiblis, peut-être plus divisés à cause des débats qui s'emparent de nos sociétés et qui cherchent tout de suite à désigner les coupables, les responsables, et avec plus de chômage et plus de pauvreté. En général, dans l'histoire, et si je regarde uniquement le XXe siècle, crise économique, davantage de pauvreté et mise en cause de nos institutions, voire de notre démocratie, ça ne donne pas de bons résultats. L'histoire ne se répète pas, elle bafouille selon la formule. Donc oui, il y a un élément, alors moi je l'ai souvent répété, c'est que nous avons oublié que l'histoire était tragique, parce que, je le répète, nous vivions en paix depuis plusieurs dizaines d'années. Michel Serres, le grand philosophe français, rappelait que l'une des caractéristiques de notre société, c'est que nous n'avions pas connu de guerre. Et tant mieux, cette génération n'a pas connu de guerre, tant mieux. Je ne dis pas qu'il faut connaître des guerres pour être capable d'affronter l'avenir. Mais effectivement, on sort entre ce que nous avons connu en 2015-2016 avec le terrorisme et ce que nous sommes en train de connaître, qui est évidemment très différent. On peut imaginer qu'on sorte d'une forme de période d'insouciance, ce qui nous permet, je l'espère, d'être plus forts pour affronter ce qui arrive et qui risque d'être redoutable. Je ne sais pas si on sortira meilleur. Je ne sais pas si la société sera meilleure. Je ne suis pas un optimiste dans ce domaine-là. Je pense que l'histoire… Donc vous êtes plutôt Michel Houellebecq que c'est Christine difficile Lagarde. de me référer à Michel Houellebecq. Je pense que l'être humain a une capacité de résistance et de résilience hors du commun. C'est ce qui nous fait. Donc, nous sortirons de cette crise de toute façon. Est-ce que nous sortirons plus forts? Je l'espère. Est-ce que nous sortirons meilleurs? Je ne sais pas, mais nous y reviendrons. Est-ce que l'Europe sortira, alors qu'elle est à la croisée des chemins, renforcée de ces crises? Il le faut, sinon elle disparaîtra. Est-ce que notre démocratie peut être mise en cause par les conséquences de la crise sanitaire? Incontestablement. Donc, il faut s'y préparer. Donc, je suis plutôt réaliste et j'espère tout simplement que nous serons capables de surmonter ces crises. Et je veux le croire parce que je pense que les valeurs de l'Union européenne, je pense que l'Europe, je pense que la démocratie et ses principes doivent être défendus et doivent être plus forts et sont plus forts que tout ce que nous risquons de connaître et de subir. Justement, vous avez parlé d'Europe. Au début de la crise, l'Union européenne, les institutions européennes ont été plutôt lentes, on peut même dire d'une certaine manière presque absentes, à un tel point que la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est même excusée auprès des Italiens pour avoir manqué de solidarité. Les conséquences se font d'ailleurs ressentir. Des sondages ont récemment révélé que les Italiens se méfient de plus en plus de l'Europe. Si je me souviens bien, 51%
on dit qu'ils ne veulent plus rester au sein de l'Union européenne, 20% de moins qu'en novembre 2018. Alors, craignez-vous que, je veux dire, déjà avant la crise, on a eu un Brexit, on a eu une sorte de sentiment anti-européen grandir au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous craignez que cette crise sonne finalement la fin pour l'Union européenne? Et qu'est-ce que l'Europe finalement doit faire pour finalement se sauver? L'Europe est face à son destin, mais ça n'est pas nouveau. Et c'est vrai qu'elle était déjà, à cause du Brexit, à cause des opinions qui montent et qui s'identifient au populisme et au rejet de ce projet extraordinaire qu'est l'Union européenne, c'était déjà très ancré ce sentiment qu'elle était face à son destin et qu'elle peut mourir, ou pour le dire autrement, sortir de l'histoire. Elle a manqué, vous avez raison, de solidarité, notamment dans les mots vis-à-vis de l'Italie. Et la présidente de la Commission, vous faites bien de le rappeler, et c'est son honneur, à présenter ses excuses au nom de l'Union européenne au peuple italien. En même temps, elle a réagi. Il faut le souligner. On lui demande de faire beaucoup de choses dans le domaine sanitaire, alors qu'elle n'a aucune compétence dans ce domaine-là. Mais le pacte de stabilité a été suspendu pour permettre aux États d'intervenir le plus rapidement et de dépenser sans compter. C'était nécessaire. Il y a eu un soutien aux plans nationaux de chômage partiel. Il y a eu un engagement puissant avec cette même Christine Lagarde, maintenant présidente de la BCE, un engagement puissant qui va se poursuivre au-dessus des 1000 milliards. Et la Banque centrale européenne joue vraiment son rôle. Et puis, il y a le soutien aux entreprises. Et puis, on discute, et c'est là où c'est essentiel, évidemment, des plans de solidarité, à savoir est-ce que c'est de l'emprunt, est-ce que c'est de l'aide directe, notamment aux pays et aux secteurs les plus touchés. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. Et on voit bien qu'elle joue son destin sur la question de la solidarité entre les pays. Et vous avez raison de souligner que les opinions, à tort ou à raison, travaillées par des courants nationalistes et populistes, ces opinions. Et dans des pays très pro-européens, nous savons que l'opinion française est déjà très négative à l'égard de l'Europe. Je pense qu'elle reste pro-européenne, elle est majoritairement favorable à l'euro, mais sur le principe européen général, elle est là aussi marquée par la défiance. Mais dans des pays très pro-européens, un pays comme le nôtre, l'Italie est un des membres fondateurs, l'opinion a basculé. Avec la Ligue et le mouvement 5 étoiles, c'était déjà le cas, mais ça se conforte. Et dans un pays très pro-européen comme l'Espagne, où l'engagement européen était lié à la construction démocratique, on sent ça aussi. Donc, ces pays en priorité doivent être aidés, soutenus par l'Union européenne. Donc, la question de la solidarité, notamment du marché unique, ce qui joue avec l'Allemagne suite à la décision de la Cour de Karlsruhe, et je pense que de ce point de vue-là, la Commission a bien réagi. Ce qui joue maintenant est très important parce que si les différences, car il y a des États qui sont mieux préparés, l'Allemagne au premier chef, pour affronter cette crise, c'est les différences, et pas uniquement financières, mais la capacité de soutien à chaque économie, si ces différences s'approfondissent entre un certain nombre de pays et les pays du Sud, c'est non seulement le marché unique qui explosera, mais c'est le projet politique, c'est le projet historique de l'Union européenne qui disparaîtra. Donc, vraiment, ce point-là est fondamental dans les semaines et dans les mois qui viennent. Il ne s'agit pas seulement de discours, il s'agit aussi d'actes et d'actes financiers. Et de ce point de vue-là, la France et l'Allemagne doivent jouer leur rôle historique, leur rôle moteur. Il n'est pas aux Pays-Bas de nous imposer sa vision des choses. L'Allemagne doit comprendre, là aussi, qu'elle a un rôle, une responsabilité historique avec la France, qui est de sauver l'Europe. Et puis, vous me permettez un mot supplémentaire. Dans le monde d'aujourd'hui, qui va sortir, là oui, là je peux le dire et je peux l'affirmer, je ne parle pas des citoyens, des personnes, mais qui va sortir ravagé qui va être marqué par cette crise, ravagé par cette crise sanitaire, économique et sociale, dans un monde marqué par la compétition entre la Chine et les États-Unis. Cette compétition va être renforcée.
l'Europe a au moins 5 défis. Elle a le défi de sa propre solidarité, je viens de l'évoquer, le défi dans un monde où les États-Unis d'Amérique ne jouent plus leur rôle de leadership, et pas seulement avec Donald Trump, c'était le cas déjà en partie avec Barack Obama. Le défi face à l'offensive chinoise, qui on l'a vu, hein, pourtant responsable en partie de cette crise, utilise à travers sa communication, sa propagande à s'imposer dans le monde. Et on voit bien, par exemple, dans le rôle qu'elle a eu par rapport à l'OMS, alors que les États-Unis, eux, cherchent à se retirer de l'OMS, les Chinois font le contraire. Ils ont raison, ils veulent peser dans les institutions mondiales. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, Josep Borrell a dit quelque chose comme l'Europe a été un peu naïve. Elle l'est. Et puis, il y a la compétition, et au fond, c'est toujours le même débat entre les démocraties libérales représentatives et les régimes plus autoritaires ou les dictatures qui seraient, entre guillemets, évidemment plus efficaces. Et donc là, se jouent au fond les modèles. Et puis, nous avons sans doute le défi du continent africain, parce que là aussi, c'est moins le virus que les conséquences du virus qui risquent de poser d'énormes problèmes économiques et sociaux, de pauvreté et de famine, et pas seulement en Afrique, en Amérique latine ou en Asie. Donc là, on a des défis tout à fait considérables. Et derrière cela, il y a le défi peut-être principal, qui est celui de notre souveraineté, d'où la naïveté. Beaucoup ont parlé de cette question-là, nous tous d'ailleurs, et Borrell a raison de le faire, qui est le défi de notre souveraineté sanitaire, industrielle, et c'est vrai dans le domaine des médicaments, c'est vrai dans le domaine des batteries pour les voitures, c'est vrai dans le domaine aéronautique, etc., etc. Notre souveraineté alimentaire, bien évidemment. Donc, dans tous les domaines, dans le domaine de l'Internet, des nouvelles technologies, de l'agriculture, etc., il faut poser les bases dans cette globalisation, dans cette bataille du XXIe siècle entre l'Amérique et la Chine. Il faut que l'Europe soit capable d'être cette puissance souveraine. Évidemment, on lui demande beaucoup. Ça fait que 70 ans que nous sommes dans ces formes d'organisation unique. Mais c'est là sans doute le défi principal, et c'est essentiel pour nous parce que chacun, avec nos pays à 60, 70, 80 millions d'habitants pour les plus importants, nous ne résisterons pas si nous ne sommes pas forts, unis et solidaires entre nous. Je pourrais passer sur chacun des 5 points que vous avez évoqués beaucoup de temps, mais on n'en a pas. Peut-être juste sur la question de la souveraineté. Vous avez effectivement, ça a été un sujet de campagne d'Emmanuel Macron. Il a fait la question européenne un sujet majeur de sa campagne. Et d'une certaine manière, malgré le fait que la plupart des candidats étaient anti-européens, c'est finalement lui qui a gagné. Il a fait également de la question d'une Europe politique, d'une Europe solidaire, d'une Europe souveraine qui peut se protéger des forces extérieures. Et vous avez effectivement parlé de la Chine, de la Russie, mais il y a aussi des pays comme la Turquie qui essayent de jouer parfois avec la crise des réfugiés ou avec des minorités qui existent encore en Allemagne. Mais justement, pour aller plus loin, qu'est-ce que l'Europe peut faire à 27 Simplement défendre ses intérêts stratégiques. Vous avez cité des pays, on peut critiquer évidemment, on peut critiquer leur régime, la politique de leurs dirigeants, le cynisme, mais qui ont un objectif, récupérer leur grandeur. On l'a oublié, c'est vrai pour la Chine, grande civilisation, vraiment qui a des racines profondes dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai pour la Turquie depuis un siècle, avec souvenir de l'Empire ottoman. Et c'est vrai par une Russie qui s'est réveillée avec Poutine après ce qu'elle a ressenti comme une humiliation avec le démembrement de l'Union soviétique et de sa force en Europe. Et chacun cherche à travers l'économie, l'armée, la défense, l'influence géostratégique à récupérer une part de cette histoire. Regardez par exemple ce que la Turquie est en train de faire en Syrie ou en Libye. Donc, et on voit d'ailleurs ces pays, ces puissances s'affrontent. Je pense à la Russie et à la Turquie sur des terrains où l'Europe est très absente ou peu présente, comme la Syrie ou la Libye. Donc, l'Europe doit avoir conscience précisément que l'histoire est tragique et qu'elle a son rôle historique à jouer dans un monde qui évidemment a changé. Elle doit le faire d'un point de vue diplomatique,
elle doit le faire unie et elle doit le faire sur son indépendance industrielle ou numérique dans bien des domaines, dans le domaine de la 5G, de l'intelligence artificielle, de la biomédecine. Dans tous ces domaines-là, elle doit peser. Elle a été capable de le faire dans bien des secteurs. Évidemment, celui qui nous vient à l'esprit, qui est très touché par cette crise, Airbus, bien évidemment, mais dans d'autres secteurs, elle doit être capable de le faire. C'est cette prise de conscience. Elle ne pourra pas tout faire. La France a toujours sa propre voix, parce qu'elle est membre permanente du Conseil de sécurité, parce que la France a l'arme nucléaire, ce qui la différencie d'autres pays, surtout avec le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Mais elle doit avoir conscience que nous sommes dans un monde où les 500 millions d'habitants que nous représentons, la puissance économique que nous représentons encore fortement sur le plan industriel, mais tout cela peut basculer, peut s'éroder. Démographiquement, nous sommes de plus en plus faibles, ce qui nous oblige à passer des alliances, pas faciles, mais incontestablement avec la Russie, où les relations doivent changer malgré les difficultés avec Poutine, avec le continent africain, qui est le continent d'avenir. Tout se joue dans l'espace méditerranéen, et si nous voulons gérer les grands problèmes que sont le réchauffement climatique, le défi de l'immigration, la jeunesse africaine, la question des matières premières, les grands problèmes géostratégiques, la lutte contre le terrorisme, l'islamisme dans le Sahel, c'est avec l'Afrique, avec ces pays qu'il faut plus que jamais compter et investir massivement, et c'est le rôle de l'Union européenne. Donc sur toutes ces questions-là, l'Europe joue son destin. Alors la France a une place prépondérante par son histoire et par la voix du chef de l'État actuel, mais en général, c'est dans la continuité de la France. Il faut peser pour assurer cette indépendance stratégique, sans naïveté, surtout dans un moment où on voit bien que les États-Unis sont évidemment nos alliés, nos partenaires, c'est l'histoire, mais dont on voit bien que, pour des raisons assez profondes, l'Amérique s'éloigne, elle est moins présente en Afrique, elle veut sortir du Proche et du Moyen-Orient, au-delà de sa relation avec Israël. La confrontation avec la Chine est sa plus grande préoccupation depuis maintenant une quinzaine d'années. Donc, voilà, il faut que nous soyons capables d'avoir notre propre indépendance stratégique. Ce ne sera pas facile dans le domaine de la défense, par exemple, mais il faut que nous soyons capables de… S'il n'y a pas cette prise de conscience, alors nous serons balayés par l'histoire. Vous aviez une très belle question au début de notre entretien, est-ce qu'on peut sortir plus fort? Comment on va sortir de cette période-là? S'il y a une leçon, c'est bien celle-ci, c'est celle de l'Europe. Sinon, nous disparaîtrons. Donc peut-être une opportunité. Ça doit être incontestablement, dans ce domaine-là, une véritable opportunité. Je voudrais passer maintenant, vous avez vous-même parlé déjà, mentionné en tout cas l'islamisme et également le populisme. Comme nous l'a rappelé tout à l'heure Anne-Sophie, vous étiez venue lors du sursaut pour vous exprimer sur l'islamisme et aussi la récupération populiste en Europe. Ces problèmes n'ont bien évidemment pas disparu avec le coronavirus. Il y a 2 semaines, un terroriste a fauché 3 policiers à Colombes. De l'autre côté, on voit le populisme surgir partout en Europe, y compris avec une tentation parfois autocrate dans certains pays, mais aussi au sein de la société civile qui se réfère parfois justement plus à des pays non démocratiques qu'à des pays démocratiques. Est-ce qu'il y a un antidote contre ces mots qui finalement rongent nos démocraties libérales, ou est-ce qu'en tout cas il y a un début de réflexion, ou début de solution sur ça? Oui, en évitant d'aligner ce que je vais faire immédiatement, pourtant, des mots ou des slogans. Je vous ai parlé d'une Europe forte, souveraine, solidaire, utile aux citoyens. Je pourrais vous parler, en tout cas pour la France, d'un État plus stratège et plus protecteur. Mais au cœur de cela, au fond, quel est le débat quand on parle de l'Europe, en répondant à vos questions? C'est la question de la démocratie, vous avez raison. Elle est fragile. Nous vivons en paix et en démocratie, pour ce qui nous concerne, depuis très peu de temps à l'échelle de l'histoire, et sans guerre. Donc, c'est ça qu'il faut préserver. L'idée qu'il faudrait sortir de la démocratie et qu'au fond, la confrontation armée d'une forme ou d'une autre serait la solution, nous ferait là revenir en arrière, au monde d'avant. Et ça serait terrible. Il y a une nostalgie du monde d'avant, mais en l'occurrence, il y a une nostalgie, oui, moi je la partage avec vous et avec tout le monde, j'imagine,
pas pouvoir embrasser les gens, se retrouver avec des amis, passer un bon moment. Ça, j'espère que nous le retrouverons très vite. Mais le monde d'avant et d'avant, non. Plus que jamais, moi je crois que la démocratie n'est pas l'ennemi de l'efficacité, au contraire, et que nous devons défendre cette démocratie dans un monde où c'est vrai, le scepticisme, les fake news comme on dit, les fausses nouvelles, mais le scepticisme, la crise de confiance mine nos sociétés. Quand je vois qu'au fond, en France, entre un quart et un tiers des Français seraient favorables à un régime autoritaire, qu'un quart d'entre eux ou un tiers pensent que le virus, le Covid-19, la Covid-19, c'est ainsi qu'il faut le dire, ont été fabriqués dans un laboratoire, que 25% des Français ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont des doutes. Là, c'est vrai qu'il y a une crise profonde. Alors, pas la faute des peuples seulement, la faute des dirigeants qui ne créent pas les conditions de cette confiance, bien évidemment. Mais c'est là où il y a le péril. Et puis, vous avez là aussi raison, les risques d'avant vont se poursuivre. Il y a eu des attentats ou des tentatives d'attentats en France. Ici à Barcelone, d'où je vous parle, il y a eu un terroriste qui a été arrêté il y a quelques jours, un Marocain lié à l'État islamique, qui préparait sans doute, je parle avec prudence, des actions ou des attentats. L'État islamique et les terrorismes en général veulent utiliser ce moment de fragilité pour pouvoir frapper. L'État islamique n'a jamais commis autant d'attentats en Irak, ne l'oublions pas, et l'État islamique et Al-Qaïda, malgré leur rivalité, progressent dans le Sahel sur fond d'effondrement des États de cette région. Donc oui, là, il y a évidemment tous les risques qui existent. Tout cela n'a pas disparu et tout cela reviendra d'une manière ou d'une autre avec plus ou moins de force après cette crise. Merci. Je voudrais maintenant vous parler d'une autre crise que vous avez dû affronter pendant le quinquennat, celle de l'antisémitisme. Depuis presque 20 ans, c'est en France que le plus grand nombre de Juifs ont été tués, en Europe, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez été en première ligne dans le combat contre l'antisémitisme. Vous avez affronté Dieudonné à un moment où ce n'était pas évident. Vous avez des paroles fortes, notamment en disant que sans les Juifs, la France ne serait plus la France, que l'antisémitisme se cachait souvent derrière l'antisémitisme. Des paroles, je pense, qui ont été très importantes pour beaucoup de Français et je dirais même pour beaucoup d'Européens, parce que d'autres leaders européens ensuite emboîté le pas à utiliser des paroles similaires. On sent que ce sujet vous tient à cœur. Peut-être pouvez-vous nous dire pourquoi et est-ce que vous craignez que la situation s'empire, notamment avec la crise du Covid-19? Oui, je viens de voir c'est le moment, une magnifique série d'un livre que j'avais adoré, qui est Le complot contre l'Amérique de Philip Roth, qui avait, avant sa mort, participé à cette série, au scénario de la série. Et on voit bien avec l'élection de Lindbergh en 1940 face à Roosevelt, tout ça évidemment romancé dans le livre de Roth et dans cette série, pourquoi l'antisémitisme gagne progressivement. Nous l'avons vécu en France. Et dans un moment, je l'évoquais tout à l'heure, de thèse complotiste, de fake news, chercher toujours un responsable et un coupable, la figure du juif, évidemment, apparaît immédiatement. Et c'est un mal qui ronge la société française, qui ronge notre démocratie et qui est toujours, nous le savons bien, précurseuse d'autres maux et d'autres catastrophes. Donc oui, il faut être extrêmement vigilant et surtout agir. Ce que beaucoup n'ont pas vu dans les années 2000, c'est que l'antisémitisme mutait. Il était désormais l'apanage des quartiers populaires, une partie de la jeunesse issue de l'immigration ou de la culture musulmane, et qu'il s'étendait à d'autres couches de la société. Vous me parliez de mon expérience. J'y réfléchis bien évidemment après. Je me suis rendu compte assez tard, finalement, que ma confrontation quasi personnelle, peut-être en ai-je fait trop dans cette confrontation, je n'en sais rien, mais c'est ainsi, cette confrontation avec Dieudonné,
qui avait une audience beaucoup plus importante que celle qu'on a crue, au-delà même des quartiers, qui touchaient des classes moyennes, qui touchaient une partie de la jeunesse, qui touchaient des gens peu politisés, avait créé contre moi, au-delà de mes erreurs ou des mots que j'ai pu pas bien utiliser ou des reproches qu'on m'a fait du côté de la gauche, mais avait contre moi, contre ma personne, soulevé une haine tout à fait effrayante et que j'ai pu constater notamment à l'occasion des élections législatives de juin 2017, que j'ai emporté de peu mon siège à Évry, mais sur fond de cette haine et de candidature de Dieudonné traitée avec légèreté par une grande partie de la presse. Je vois que depuis quelques jours, fort heureusement, le CRIF, la LICRA réagissent à une vidéo ignoble de ce personnage qui cherche toujours à faire de la publicité tout simplement pour gagner de l'argent. Mais son influence, c'est ce que je veux dire, a été très importante. Et moi, je ne confonds pas le mouvement des Gilets jaunes dans son ensemble avec l'antisémitisme, mais dans ce mouvement, il y a eu aussi un courant profondément antisémite qui se reconnaissait d'ailleurs dans des figures comme Dieudonné ou Soral, c'est-à-dire le mariage de ce qui venait de l'extrême gauche avec l'extrême droite ou tout simplement le néo-nazisme. Donc, c'est des mouvements très importants en profondeur et qui, sur fond de déstructuration du débat droite-gauche et des formations politiques traditionnelles, a envahi des couches de la société. Et donc, avec une crise économique et sociale comme celle que nous avons connaître, vous verrez que ce type de mouvement, sous des formes évidemment différentes, apparaîtra de nouveau d'une manière ou de l'autre avec un destin proche du dernier épisode de la série du Baron Noir, pour ceux qui l'ont vu, où on voit un personnage, c'est presque prémonitoire, qui balaye tout, l'extrême gauche, l'extrême droite, et qui est porté par un mouvement qui, au fond, vise tout simplement à détruire le système politique et le système démocratique. Alors, les œuvres d'art, et notamment les livres, les intellectuels, ont cet avantage parfois de prévoir l'avenir. Et donc, il faut être très attentif parce que moi, je pense que nos sociétés sont minées par ces haines, par ces rancœurs, par le rejet des élites. Mais quand on détruit les élites, on détruit tout simplement… Antisystème. Oui, l'antisystème, de l'antisystème à l'antisémitisme, il y a un passage très rapide et au fond, ça veut dire la même chose. La haine, mais c'est comme ça que ça s'est passé déjà par le passé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être intraitable sur cette question-là. Aucune concession. Je pense qu'en France, c'est le cas. Tout le monde fait un travail tout à fait remarquable. La DILCRA avec Frédéric Potier est mobilisée et les principales forces politiques le sont aussi, même si certaines ont des ambiguïtés, mais les grandes formations politiques républicaines, le gouvernement et le chef de l'État, bien sûr, sont au premier rang. Mais il ne peut pas y avoir la moindre ambiguïté et encore moins cultiver la culture de l'excuse politique ou sociale, ou victimaire, ou identitaire pour justifier cet antisémitisme. Merci. Alors, juste pour finir et avant de donner la parole à nos participants, ou comme disait Anne-Sophie tout à l'heure, à nos zoomers, certains pays ont mieux géré la crise du Covid que d'autres. Il y a Taïwan, il y a la Corée du Sud. En Europe, il y a surtout des petits pays. Il y a l'Autriche ou encore la République tchèque. Et il y a également Israël. Et de manière générale, Israël a sans doute énormément à contribuer en termes de réflexion sur la gestion de la crise, celle-ci, mais d'autres aussi, sur la question de la résilience, certainement aussi en termes de recherche, en médecine, biotechnologie, en nouvelles technologies. Comment est-ce que vous voyez, vous, l'avenir des relations entre Europe et Israël, finalement trop souvent tributaire de certains aléas politiques, alors que finalement, on pourrait avoir une vraie relation stratégique forte entre l'Europe et Israël qui, finalement, contribuerait aux deux régions plus largement. Je dis un mot quand même sur la première partie de votre question et de vos remarques, parce que je m'y suis intéressé, et au-delà du fait que le Proche et le Moyen-Orient sont moins touchés par le virus. C'est vrai dans les autres pays. Mais il y a sans doute une question d'âge, de barrière de l'âge. La moyenne en Israël est en dessous de 30 ans, alors qu'en France, elle est au-dessous de 41 ans. Alors, on trouvera des exemples contraires, mais il y a sans doute… Et à Gaza, par exemple, la moyenne d'âge est de 18 ans. Donc, ça explique sans doute aussi cela. Il y a la question du fait que, comme Taïwan et d'une certaine manière comme la Corée du Sud, Israël et donc ses habitants sont
des pays et des peuples en guerre. Donc oui, il y a une forme de résilience. Et puis il y a au fond l'adhésion à un projet collectif qui consiste au fond à se battre pour se sauver, pour sauver le collectif et le peuple. Et quand on a demandé aux Israéliens de fabriquer chacun, parce qu'il manquait des masques aussi là-bas, son propre masque, ça n'a pas été une occasion de critiquer le gouvernement, c'était une occasion tout simplement de s'impliquer totalement. Et puis il y a les aspects de recherche, notamment à travers le système de start-up tout à fait extraordinaire. Il n'y a pas une mise en cause de l'autorité politique. Alors pourtant, il y a des débats en Israël, qu'on en est à la 3e élection législative, mais il y a une confiance dans la parole de ceux qui gouvernent. Mais moi, je pense que la relation avec Israël est tout à fait stratégique. C'est la seule démocratie du Proche et du Moyen-Orient. Nous avons des intérêts stratégiques à lutter contre le terrorisme, contre la menace iranienne, à construire aussi évidemment des relations économiques, tout ce qui concerne la nouvelle économie. Il y a un lien très fort désormais entre Israël et des pays du Proche-Orient, mais aussi avec des pays d'Afrique. Donc il y a avec Israël une relation stratégique qui doit maintenant s'accomplir pleinement. Et que le conflit israélo-palestinien, comme on dit, ne doit pas empêcher. Il faut passer à autre chose et il faut que l'Europe et les diplomaties européennes, les chancelleries occidentales comprennent qu'on est dans un autre monde. Israël, les sociétés du Proche et du Moyen-Orient ont changé énormément, autant que celles de l'Union européenne. Le monde a changé, notamment depuis 1989, avec la chute du mur de Berlin. Donc il faut comprendre cela. Je pense que depuis l'Europe, on regarde trop Israël comme ce pays des années 60, 70, 80, 90. Ça n'est plus du tout cela, vous le savez parfaitement. C'est un pays qui vit la mondialisation, c'est un pays ouvert, c'est un pays avec évidemment ses défis économiques et sociaux, ses défis sécuritaires. Mais c'est un pays qui est pour nous très important. Nous parlions tout à l'heure des intérêts stratégiques de l'Union européenne. S'il y a un intérêt stratégique, c'est cette relation, bien évidemment, avec Israël. Merci beaucoup, Manuel Valls. Encore une fois, je pourrais rester beaucoup plus longtemps et j'ai encore beaucoup de questions, mais je ne veux pas être égoïste. Donc, je vais passer la parole à Anne-Sophie Seban qui a, je pense, des questions de nos Zoomers. Oui, alors nous avons reçu de nombreuses questions par mail. La première de René-Pierre Azria, qui est le président d'AFC Paris. Monsieur le Premier ministre, pensez-vous que la crise du coronavirus pourra être exploitée par des mouvements populistes et anarchistes, et ce, dans quel pays européen? Nous l'évoquions tout à l'heure avec Simone Rodan. Tout est possible. Donc, il faut que la démocratie soit forte. Et pour que la démocratie soit forte, il faut que les responsables politiques soient à la hauteur et donc soient unis. Je pense qu'on a besoin d'unité nationale, alors pas pour confondre tout le monde dans le même gouvernement, il faut que la vie démocratique, évidemment, se poursuive, mais il faut que les grandes formations politiques, les leaders politiques, c'est vrai en France, c'est vrai en Espagne, c'est vrai en Italie, soient capables d'un peu de générosité, oublient les querelles, oublient les agendas électoraux, pour être vraiment au service des Français. Moi, je ne comprends pas, par exemple, comment en France, les socialistes, par exemple, ou ce qui en reste, n'ont pas voté pour la prolongation de l'état d'urgence et le texte de loi qui a été adopté majoritairement à l'Assemblée et au Sénat. Pour un parti qui a gouverné pendant des années, cela me paraît totalement absurde. Donc moi, je crois à cette unité qui doit être aussi une unité, bien sûr, avec le monde économique et social, avec les partenaires sociaux, qui sera conforté par les mots, par les gestes, par les décisions. Il faudra faire beaucoup pour les bas salaires, pour ceux qui vont énormément souffrir dans cette crise, pour ouvrir des brèches supplémentaires dans nos sociétés. Parce que sinon, en effet, toute forme de populisme, d'antisystème vont s'engouffrer. Merci. Une deuxième question de Alain qui nous écoute. Vous avez dit que le président avait eu raison de dire qu'on était en guerre. Le président a également parlé des manquements et des lourdeurs de l'État profond en pointant du doigt l'administration. Est-ce que, comme l'exécutif l'a dit, vous vous êtes senti aussi empêché au moment de gérer la guerre contre le terrorisme par la lourdeur de l'administration française?
je n'aime pas ce mot d'État profond. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le président de la République l'ait utilisé. Il a été utilisé dans la presse ou par d'autres responsables politiques, mais peu importe. Je n'aime pas beaucoup l'État profond. En plus, c'est-à-dire qu'il y a un État secret, caché. C'est un terme qu'on a beaucoup utilisé en parlant des services secrets ou de l'armée en Turquie. Donc, je me méfie de ces références. Non, moi, je peux toujours considérer que on aurait pu faire mieux, de toute façon, c'est vrai pour le terrorisme, mais c'est vrai pour ces crises. On a été surpris et donc ça dénote des manquements, des retards, des failles, incontestablement. Tout le monde le dit, et il faudra tirer les leçons de cette crise, pas forcément chercher que des responsabilités. S'il y en a, les responsables devront répondre de leurs actes, c'est tout simplement la démocratie. Mais il faut surtout tirer les leçons pour que ceci ne se reproduise pas. Et quand ça se reproduira, une crise pandémique, il faudra être prêt à l'affronter une nouvelle fois. Et je pense que les Français, comme les autres peuples, sont désormais prêts à affronter de nouvelles crises de ce type. L'État doit être beaucoup plus efficace, mais quand même, moi je vais être un peu positif. Dans notre système hospitalier, c'est vrai en Espagne, c'est vrai en France, a tenu, ça a été difficile. Ça a été très tendu, ça le reste d'ailleurs en Île-de-France. Le système hospitalier a tenu quand même. La capacité de l'État français, dans un autre domaine, à aider les entreprises à tenir bon face à la crise, même si ça risque d'être rude dans les prochaines semaines. Plus de 10 millions de salariés en France qui sont au chômage partiel. C'est parce que nous avons un État fort, capable de faire cela. Alors, on peut améliorer les choses, la décentralisation, la déconcentration, impliquer beaucoup plus les élus, faire des circulaires moins lourdes, bien évidemment. Quand moi, j'ai été confronté à la crise terroriste, j'ai quand même bénéficié de forces de l'ordre et de sécurité, policiers, gendarmes, police municipale, l'armée, les services des GSE, des GSI, qui ont été capables d'affronter cette crise. Donc non, je pense que, attention, notre État, toujours décrié, notre capacité à répondre aux crises, bien sûr, elle doit être questionnée, mais cette capacité reste, je le trouve, encore très, très forte, très puissante, et il ne faut pas mettre en cause cela, il faut l'améliorer, encore une fois, je le répète, tirer leçon de cette crise pour que nous soyons à chaque fois le plus efficace possible. Il faut plus de souplesse, il faut plus de stratégie. Il y a quelque chose, un mot, je suis trop long, nous parlions des régimes totalitaires ou autoritaires. Il y a au moins quelque chose que peut nous enseigner notamment la Chine, c'est la question du temps long, c'est presque une question de philosophie humaine. Je pense que ce dont nous manquons, c'est des visions stratégiques. Et pourtant, nous écrivons beaucoup là-dessus. Il y a des livres blancs de la défense, il y a toute une série de documents pour faire face aux pandémies. Peut-être que nous ne les lisons pas assez, peut-être que nous ne sommes pas capables de prévoir suffisamment, alors que nous avons la capacité de le faire, les crises, les problèmes que nous aurons affrontés, pour être capables de faire les réformes qui nous permettent d'être le plus efficaces quand elles arrivent. Le temps long. Merci. Merci Manuel Valls. Anne-Sophie? Oui, alors une autre question sur la coopération européenne, une question de Ghislaine. Ne conviendrait-il pas d'établir immédiatement des accords entre pays européens pour faciliter les retours, par exemple des résidents français en Espagne? L'Espagne veut mettre en place la mise en quarantaine des Français à leur arrivée sur le sol espagnol. Comment réagissez-vous devant cette décision? Je me dis que je pourrais parler en France, avoir un bon moment. Ça, c'est l'absurde. Il était évident que pour tout ce qui concerne le déconfinement, qui n'est pas un mot très joli, nous le commentions il y a un instant avant cet entretien avec Simone Rodan, il faut que là, il y ait une cohérence par rapport au vol, aux vacances, au tourisme, aux échanges économiques, à la gestion des frontières internes de l'espace européen, notamment de l'espace Schengen. Là, il faut qu'il y ait une cohérence. Donc, on ne peut pas avoir un pays qui déclare une quarantaine et l'autre non, alors qu'on est à peu près au même niveau de sortie de la crise ou du confinement. Donc non, là, il faut qu'il y ait de la cohérence. Et là, l'Europe ne peut pas se rater, parce qu'on perd aussi confiance dans les institutions européennes sur des détails qui n'en sont pas, mais ce qui semble être pourtant assez logique et normal. Donc là, j'espère qu'il y aura une cohérence
et qu'à partir du moment où Espagnols et Français respectent les gestes barrières, les normes en vigueur, les frontières pourront être ouvertes et on pourra le gérer avec la surveillance des forces de sécurité qui peuvent intervenir quand il y a des difficultés. Mais là, il faut qu'il y ait une cohérence, sinon on va créer des distorsions et un sentiment profond d'injustice et d'incompréhension. Merci. Une autre question de Jackie qui nous dit « Vous continuez de participer, voire de peser sur la vie politique française. Sur quelle force sociale et politique espérez-vous vous appuyer ?» Sur aucune. Moi, je ne sais pas si je pèse ou si je participe, mais grâce à vous encore aujourd'hui, je m'exprime au fond comme ancien Premier ministre, avec l'expérience qui est la mienne, avec les réussites, les erreurs, les échecs, et surtout le rapport que j'ai avec la vie et puis l'amour profond que j'ai pour la France. Je me permets de donner mon avis. J'essaie de le faire à chaque fois avec cette expérience, avec la modération nécessaire, avec mes convictions. Parfois, les faits me donnent raison sur un certain nombre de sujets, pas sur tous, donc il faut rester modeste, mais je continuerai à m'exprimer. Je peux exprimer un regret, c'est que ce que je pourrais appeler la gauche républicaine, progressiste, je ne vais même plus dire social-démocrate, parce que tous ces mots sont en partie dépassés, mais ce qui a été construit, notamment l'esprit du 11 janvier 2015 après Charlie Hebdo, ce qui doit unir les Français autour de l'idée républicaine, mais dans la République, il y a l'égalité, il y a la fraternité, il y a la liberté, et donc tous ces mots doivent trouver pleinement leur sens, du contenu. Donc cette gauche républicaine, elle est peu présente aujourd'hui dans le débat. Alors, il ne s'agit pas de faire des partis, des groupes, ce n'est pas mon sujet en plus, mais il faut qu'elle pèse dans le débat politique et intellectuel. Et au fond, quand on nous explique aujourd'hui qu'il faut aider à la fois les entreprises, parce que c'est elles qui créent de l'emploi, de l'activité, de la croissance, mais que nous avons besoin aussi de grands services publics efficaces, proches des gens, à commencer par l'école, la santé et la sécurité, et qu'en plus il y a ce grand défi écologiste, au fond, sur ces grandes questions qui sont l'écologie, l'égalité ou la lutte contre les inégalités et les services publics puissants qui créent les effets de la solidarité, moi je me trouve conforté dans mes idées. Après, il faut mettre tout ça en œuvre et j'imagine qu'il y a suffisamment de talent en France pour le faire. Si je peux aider d'une manière ou d'une autre, je le ferai. En plus, pour moi, de le faire d'ici Barcelone, dans un débat européen, ça a pleinement du sens et de se battre précisément pour l'Europe qui est notre destin. Moi, je suis un patriote, je crois aux États-nations, je pense qu'on n'élimine pas l'histoire comme ça d'un coup de gomme, mais je sais que notre destin, c'est l'Europe. Et donc, je me battrai toujours pleinement contre les nationalismes, le populisme, le racisme, l'antisémitisme. Je le fais d'ici à Barcelone, où ces problèmes existent sous d'autres formes, et je suis dans la continuité d'un engagement qui est le mien. Après, le reste, c'est question de destin ou de circonstances. Merci. Peut-être une ou deux dernières questions. Je vais essayer de les regrouper. Une question d'Antoine qui dit « Vous avez été l'un des rares hommes d'État à prendre position sans équivoque pour vos convictions, pour la sécurité des Juifs en France d'une part et contre l'islamisme d'autre part. Votre image en a pâti et votre carrière peut-être aussi. Quelles leçons en tirez-vous rétrospectivement ?» Et la question suivante d'Ariane était « Si c'était à revivre, et notamment la gestion de la crise des attentats de 2015, que feriez-vous de différent ?» Moi, je fonctionne sans rancœur et sans nostalgie. La vie politique m'a donné des opportunités, des responsabilités incroyables. Maire, député, ministre, Premier ministre, un garçon qui est né à Barcelone comme moi, j'ai décidé d'être français quand j'avais 20 ans. J'ai occupé les plus hautes charges de l'État et je continue à m'exprimer, à écrire et à rêver d'autres responsabilités politiques. Donc, je ne vais pas me plaindre. Affronter des crises qui, encore une fois, est différente de celle d'aujourd'hui, hein, qui est très, très particulière et qui va être longue en plus. Mais affronter des crises, évidemment, on le redoute, on ne l'espère jamais, mais je me suis trouvé à affronter cette crise. Je ne sais pas ce que je ferais différemment. Je pense que, si vous voulez, dans la période que nous avons connue en 2015-2016,
avec François Hollande et Bernard Cazeneuve en particulier, tous les trois, nous avons tenu ensemble et nous avons tenu le pays. Les Français qui l'ont tenu, bien sûr, d'abord, mais nous avons tenu le pays en créant aussi des conditions de l'unité nationale, même si parfois ça a été difficile. Et j'espère tout simplement, on se rappellera de cela, que nous avons tenu le pays, qui a eu en plus une unité de commandement, une parole unie, qui n'a jamais eu de dissension entre nous trois. Nous l'avons tenu au sens presque physique. Et parfois, nous avons le sentiment que tout pouvait basculer. Je ne doute pas un seul instant que le président de la République actuelle a aussi ce sentiment que tout peut basculer d'une manière ou d'une autre dans les circonstances actuelles et dans la crise qu'il vit. Mais nous l'avons tenu. Alors, il y a mille choses qu'on peut faire différemment, anticiper, renforcer davantage les services de renseignement, donner plus de moyens à la police et à la gendarmerie, utiliser toujours les bons mots. Mais sur l'essentiel, nous ne sommes pas trompés, nous avons dit ce qu'il fallait. Après, évidemment, on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais sur l'essentiel, nous avons eu raison. Et si c'était à refaire, je dirais avec encore plus de force, nous étions en guerre, je dirais encore en plus de force le danger de l'islamisme pour nos sociétés et pour les musulmans d'abord. Donc, il faut combattre les frères musulmans et le salafisme avec la dernière des déterminations pour protéger tous les Français, bien évidemment. Je combattrai avec encore plus de détermination l'antisémitisme. Je dirais avec encore plus de force le lien et l'amitié que j'ai avec Israël. Je dirais avec encore plus de force que l'antisionisme et l'antisémitisme sont les deux faces de la même monnaie, que l'antisionisme, c'est tout simplement de l'antisémitisme, etc. Donc, on se dit, voilà, il faut le faire avec encore plus de force, avec des mots peut-être plus doux, je ne sais pas, mais en tout cas pour convaincre davantage les Français. Merci beaucoup, Manuel Valls. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Vous parlez du temps long. Je suis surtout heureuse qu'on ait pu avoir un peu de temps parce que c'est vrai, souvent on a des sound bites, on a 5 minutes ici, une petite interview là et de vraiment pouvoir approfondir avec vous. J'aurais voulu rester plus longtemps, mais encore une fois, merci beaucoup. Anne-Sophie, je te passe maintenant la parole. Merci à vous. Merci Simone, merci Monsieur le Premier ministre, merci à tous de nous avoir rejoints pour cette première conférence de la série Leading in Times of Crisis. Je vous rappelle que vous pouvez suivre notre programmation et vous inscrire à nos conférences sur les réseaux sociaux, sur nos comptes sur les réseaux sociaux. Notre prochain webinaire aura lieu demain à 16 h. Il portera sur les expériences du déconfinement à travers les exemples danois, autrichiens et israéliens. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.